Hello tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Iko Vichai. Je suis Shahnaz Moursali, psychologue clinicienne et psychothérapeute, et je suis ravie de vous recevoir encore une fois afin de parler d'un nouveau sujet cette fois-ci. Alors aujourd'hui, on va parler de comment être ton propre repère. La dernière fois, on a discuté des repères, d'ailleurs le titre c'était Nos repères, et j'ai eu énormément de questions. Beaucoup de personnes qui sont venues me dire que ça a effectivement éclairé leur lanterne, mais que ça serait quand même assez constructif et enrichissant de faire une suite et de parler de qu'est-ce qui ferait ou bien comment faire pour que l'on soit nous-mêmes notre propre repère, parce que j'avais terminé le podcast sur cette note-là. Ce qui était aussi super intéressant, c'est que j'ai reçu pas mal de questions de mes proches, de mes amis, qui m'ont dit c'est incroyable, on ne s'est jamais vraiment posé la question est-ce qu'on est nous-mêmes notre repère ou bien qui est notre propre repère. J'ai même eu des échanges très intéressants avec mon entourage qui m'ont dit que, par exemple, moi-même j'étais un repère pour eux ou bien que leur famille, leurs amis étaient réellement un repère et que quelque part en écoutant ce podcast, il y a quelques personnes qui m'ont dit que ça a réveillé quelques angoisses chez eux parce qu'ils se sont rendus compte que qui dit repère dit que voilà, sans l'autre ou bien sans toi ou bien sans ces autres personnes, je serais perdue. Et bien évidemment, on se dit d'accord, donc peut-être qu'il y a un travail à faire et peut-être que je dois me remettre en question et ne pas faire de l'autre ma base et idéalement aussi travailler sur moi et chercher à comprendre qu'est-ce qui fait que peut-être des fois je suis dépendant ou bien je suis aussi, comment dire, à la recherche de l'aval de l'autre. Alors pour parler de ce sujet-là, je vais parler de ma propre expérience et je vais parler de mon expérience aussi en tant que psy, ayant accompagné énormément de personnes qui, voilà, durant leur quête, vous savez, quand on commence une thérapie, la dernière chose que quelqu'un vous dit, c'est qu'il veut être son propre repère. Quand on vient, en fait, quand on atterrit en thérapie, les premières choses, en fait, qui nous poussent déjà à être, on va dire, de se retrouver dans ces thérapies-là, généralement, c'est souvent des symptômes assez accentués, c'est une douleur, une souffrance, une rupture. Et en fait, c'est ce coup-là, on va dire un peu fatal, qui fait que je me réveille, ou bien même pas en fait, où je me dis pourquoi j'ai mal à ce point. Pourquoi j'ai décidé de commencer par parler des repères? Parce que, vous savez, là, ça fait maintenant 3 ans et demi que je travaille que dans le privé, mais ça fait bientôt 8 ans. Ah non, c'est bon, je les ai bouclés. Ouais, je les boucle ce mois-ci. Ça fait 8 ans maintenant que je pratique en tant que psychologue. Et ce que j'ai appris durant ce travail-là, et durant les accompagnements que j'ai menés, et croyez-moi, c'était une quête pour moi aussi, de base, parce qu'au début, je n'en savais rien. Je ne pensais pas que ça allait être une aventure aussi longue. Je me disais, il y a la demande des personnes, je vais être là pour eux, je vais les aider, je vais les accompagner. J'étais beaucoup plus, on va dire, concentrée sur les symptômes, etc. Mais je crois que mon aventure, elle prenait des formes différentes de plus en plus. Bon, si je vous explique tout ça, vous vous dites pourquoi elle parle de tout ça, vous inquiétez pas, je vais quelque part. Et je me disais, non, voilà ce qu'on m'a enseigné, voilà ce que j'ai appris à travers les stages, voilà ce que mes profs m'ont dit, voilà ce que mon psychanalyste à l'époque me disait, voilà ce que les bouquins disent. Donc quelque part, je pensais que c'était ça mes repères en fait. C'était ça. C'était mes études, c'était ce que mes profs me disaient, c'était ce que je pensais euh, chercher. Mais croyez-moi en fait, mon expérience, année après année, elle m'a appris que mon repère, c'était moi-même. Et je ne le voyais pas au début. Je ne le voyais clairement pas au début. Je le voyais à travers toutes les fois où je me suis retrouvée seule face à une situation compliquée, toutes les fois où j'ai pas été accompagnée, toutes les fois où j'ai eu peur, toutes les fois où je me suis sentie imposteur et toutes les fois en fait où je me suis sentie brisée au point que je ne croyais que je n'allais plus jamais me relever. Ça, c'était il y a longtemps, bien avant. Et petit à petit, en fait, ce mot repère, en tout cas pour moi,
dans ma quête, enfin dans mon travail, et en tant que femme aussi, ce repère, c'était comme une figure de sécurité. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle, mais comme je l'ai dit durant le précédent podcast, vu que ce mot repère fait référence au père, donc c'est un peu cette figure protectrice, sécurisante, dans laquelle on est censé se sentir bien, dans laquelle on est censé se sentir nous-mêmes ou bien accepté, aimé, pas jugé, alors que non, pas du tout. Et à travers l'expérience, ce qu'on apprend, c'est que si tu veux vraiment être ce repère-là, si tu veux vraiment être ce repère, où tu peux être qui tu veux, où tu peux être libre, où tu peux vraiment être ta voix, ta plume, ton cri, tes pleurs, ton rire, en fait, il faut que tu te cherches. Et se chercher, ça ne vient pas avec... c'est pas en claquant des doigts, en fait, c'est tout un parcours. Et c'est pour ça qu'il est très très important d'être son propre compagnon. D'être accompagné aussi, oui, clairement. D'où la thérapie. Pour moi, ça reste le meilleur moyen de se trouver. Parce que tu as quelqu'un de neutre et de bienveillant qui est là et qui te dira les choses quand tu auras besoin de les entendre et qui saura quand est-ce que te les dire et quand est-ce que ne rien te dire. Ça aussi, c'est très important. Mais en fait, vous allez vous rendre compte, je pense, que vous êtes en train de devenir votre propre repère. Alors, il faut garder à l'esprit que à la fin de ce podcast, vous n'allez pas avoir la solution pour être votre propre repère. Je vais juste essayer de partager avec vous quelques expériences, tout en gardant bien évidemment l'anonymat euh, des personnes qui ont été en suivi, clairement. Je parle pas des noms, mais en fait même en racontant les histoires ou bien en m'inspirant. Je ne raconterai jamais d'histoire, sauf si la personne me le permet ou me le demande, mais en m'inspirant en fait des accompagnements que j'ai eu l'honneur en fait d'avoir ou que j'ai. Mais bien évidemment, j'ai aucun problème à être transparente et à parler de mes propres expériences parce que je me suis souvent posé la question et je me suis dit comment veux-tu être authentique si tu ne peux pas en fait partager tes propres expériences. Alors, la première chose que je te dirais pour commencer cette quête de comment être son propre repère, c'est vraiment essayer d'être clair et être sincère avec soi. Ce n'est vraiment pas donné. Je le sais. Je le sais en tant que personne et je le sais en tant que psy. Beaucoup de personnes, quand ils viennent me voir en début de thérapie, ils me disent, vous savez, on est venu, si on vient, on investit de notre temps, on investit de notre énergie, on investit de notre argent, parce que voilà, c'est pas donné et c'est pas remboursé non plus les séances de thérapie. Donc, si je viens, c'est parce que je veux et je suis authentique avec toi. Et je leur dis, d'accord, mais ne vous mettez surtout pas la pression. Je ne leur dis pas qu'ils vont pas être authentiques au début parce qu'ils vont mal le prendre, mais, et je comprends parfaitement, pareil, on m'aurait dit que tu peux pas être authentique dès le début, je l'aurais mal pris. Mais l'expérience m'a appris que si on n'est pas authentique au début, c'est pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce qu'on ne peut pas l'être. Comment voulez-vous que l'on soit authentique avec quelqu'un que l'on ne connaît pas, qu'on ne connaît à peine, alors qu'on n'a même pas pu l'être avec nous-mêmes? Être authentique, c'est tout un travail, c'est toute une maturité. Et je parle d'une maturité émotionnelle. Ça veut dire, pour que je sois claire avec moi-même, pour que je ne me mente pas, il y a énormément de choses que j'ai besoin de vivre, il y a énormément d'émotions que j'ai besoin de traverser. Vous allez me dire, d'accord, alors comment je peux m'aider à être authentique? La première des choses, en fait, ce que je fais moi, en début de thérapie, j'essaye d'amener, de mener et d'accompagner mes patients à ce qu'ils, pas qu'ils trouvent leur vérité, mais on va dire qu'ils essaient de la découvrir un peu. On essaie un peu de parler de comment ils ont grandi, leur éducation, leur relation avec leurs parents. Et vous savez, ce qui est incroyable, c'est que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore reçu une seule personne qui, en début de thérapie, m'a dit ah mais c'est chaotique avec les parents. Enfin, je pense qu'il y en a eu quelques-uns, mais vraiment très 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 rares. La grande majorité, ils me disent avec les parents c'est tranquille, c'est normal. Comment ça se passe entre les parents? Ça se passe bien, c'est tranquille. Comment ça se passe avec votre partenaire de vie? Ça va, tranquillement.
tout semble tranquille. Et moi, au fond de moi, j'ai envie de leur dire, mais pourquoi vous êtes là alors? Mais je sais, parce que je suis passée par ça. Donc, et au fur et à mesure des séances, on commence à creuser, on commence à... Voilà, il y a un lien, il y a une confiance qui s'installe, la personne commence à se sentir de plus en plus à l'aise. Et on commence en fait à décortiquer certaines choses. Le discours commence à changer. La vérité commence à changer. Et la réalité devient autre. Mais ce que j'ai aussi appris à travers ce travail, c'est que c'est pas que la réalité, on va dire que c'est pas que cette réalité était autre que pour moi, mais elle était même pour cette personne qui est là. Elle est en train de le découvrir. Elle est en train de découvrir cette réalité et découvrir cette vérité là, devant moi, en thérapie, durant ce moment où clairement elle est en train de se livrer et en train de se sentir en confiance. Et c'est pour ça que c'est très important de se retrouver face à un psychologue ou un thérapeute qui est bienveillant. Pourquoi? Parce que le timing, c'est quelque chose de très important en thérapie. Des fois, on n'est pas encore prêt à entendre certaines choses. Des fois, on n'est pas encore prêt à dire certaines choses. Et c'est pour ça que des fois, il y a certaines séances qui sont super chargées, super intenses. Et j'essaie de ralentir la personne, de lui dire, écoute, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je pense que c'était assez intense. C'est pour ça que des fois, les gens, ils me disent, ouais, mais je sais pas quoi, 40 minutes, 45, non, 30 minutes. Je leur dis, écoutez, c'est... Des fois, tu peux avoir une séance de 1 heure et tu as l'impression que ça a duré, bah, voilà, 30 minutes. Et des fois, tu peux faire une séance de 30 minutes, tu as l'impression que ça a duré 2 heures. Et je pense que si mes patients écoutent, je pense qu'il y en a pas mal qui vont écouter ce podcast, ils vont se reconnaître. Et pourquoi? Parce que, et vous le savez, le temps, en fait, il n'est pas, comment dire, je sais pas c'était quoi le mot, je crois temporel ou intemporel, mais je crois que c'est ça, il est intemporel. Et bon, j'irai vérifier après, mais bon, vous m'excuserez si c'est pas juste. Mais ce qui est très important en fait, c'est de vraiment savoir écouter, entendre et aussi être prêt à accueillir ce que l'autre personne est en train de nous dire. Alors, pour les personnes qui ne sont pas en thérapie et qui écoutent ce podcast, je vais essayer de vous accompagner en douceur par rapport à comment être son propre repère. Même si je le répète encore une fois, ça n'a rien à voir avec le fait de réellement vivre l'expérience, d'être suivi, accompagné et d'avoir un psy, un professionnel en face de vous qui saura vous mener et vous guider. Mais je vous le souhaite pour un jour, le jour où vous serez prêt. Donc on va commencer par ces vérités-là. Quelles sont mes vérités? Vous allez me dire, mais comment je vais connaître mes vérités? Essayez déjà par savoir quelles sont les choses que vous faites ou que vous vivez, ou bien quelles sont peut-être les personnes qui vous entourent et avec lesquelles vous vous sentez pas forcément à l'aise. Quelles sont les choses que vous faites et que peut-être vous n'aimez pas. En tout cas, c'est ce que je vois à travers les séances avec mes patients, c'est qu'ils se rendent compte au fur et à mesure qu'il y a énormément de choses qu'ils font, ou bien qu'il y a énormément de personnes qu'ils voient et qu'ils subissent, surtout. Et ils se rendent compte que non, en fait, j'ai pas envie. Cette chose n'est pas bonne pour moi. Cette personne n'est pas bienveillante envers moi. Cette activité ne m'apporte pas tant que ça. Donc essayez déjà d'être clair par rapport à tout ça. Faites une liste et dites-vous, d'accord, peut-être qu'il n'y a que ça qui me déplaît, peut-être que cette personne que je vois, peut-être qu'elle me critique trop, elle me fait trop de remarques, elle me rabaisse, peut-être que je ne me sens pas vraiment en confiance avec elle, j'ai pas l'impression que j'évolue avec cette personne. Donc essayez voilà de... Mais je ne dis pas qu'il faut passer à l'action, allez-y doucement. C'est pour ça que voilà, je trouve que c'est un peu risqué hors thérapie de faire un travail pareil, mais vous pouvez quand même le faire. Allez-y vraiment en douceur, petit à petit. Dites-vous que c'est comme un travail d'introspection que vous allez faire avec vous-même. D'accord? Personne ne sera au courant, mais vraiment personne. Et dites-vous que c'est des petits exercices que vous allez faire afin que, voilà, que vous découvriez quelles sont les choses dont vous avez réellement besoin. Une chose très importante que je voulais discuter durant ce podcast par rapport à ce sujet-là, de comment être son propre repère. Ce n'est pas que du développement personnel.
ça doit concorder émotionnellement. Je vous explique. Je vois qu'il y a de plus en plus de contenu sur les réseaux, en mode ouais, fais ceci, fais cela, cet exercice, parle comme ça. Moi, ça reste mon avis à moi. Je trouve ça vraiment très dangereux. Je trouve ça très dangereux de dire aux gens qu'il faut parler comme ça à son mari, ou parler comme ça à sa femme, ou se comporter comme ça avec ses amis. En fait, vous ne pouvez pas dire aux gens comment ils doivent se comporter. Vous ne pouvez pas dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit d'être leur vérité, qu'ils n'ont pas le droit d'être sensibles ou hypersensibles ou fragiles ou vulnérables et leur dire que non, tu dois jouer ce rôle-là. C'est vraiment un sujet très important pour moi parce que je vois qu'il y a de plus en plus de contenu dans ce sens-là. Et je vois que c'est des contenus en fait qui sont très, comment dire, qui créent le buzz et qui sont énormément partagés. Je lis de temps en temps les commentaires parce que ça m'intéresse et ça m'inquiète parce que je vois à quel point les gens, je dirais pas que ça les rassure, mais en lisant les commentaires, j'ai l'impression que les gens, ils, euh, ils pensent avoir trouvé la solution. Voilà. Quand je lis les commentaires, j'ai l'impression que les gens, ils ont enfin trouvé la solution. Vous connaissez ce type de vidéo dans lequel vous avez quelqu'un qui vous dit: tu veux savoir comment faire ceci, cela, cela? J'ai la solution pour toi. Tu veux savoir comment, je sais pas, savoir que quelqu'un te ment? Voilà comment. C'est très dangereux en fait. Oui, il y a des personnes il y a des professionnels qui font un autre type de contenu où ils essayent de vous pousser à être dans la réflexion, où ils essayent de vous donner des tips, de vous donner des outils, de vous guider. Mais en fait, ils ne vous disent pas soit comme ça ou soit comme ça ou soit comme ça. Il faut éviter le jugement. Il faut éviter de mettre les gens dans des boxes et il faut éviter que vous mettiez vous-même dans une box. Je vous en parle, je ne m'éloigne pas du sujet parce que tout ça va vous aider. Mais il va réellement vous aider à ce que vous y arriviez au point d'être votre propre repère. Une fois que vous avez établi, on va dire, cette petite liste, vous vous êtes rendu compte qu'il y a certaines choses qui vous déplaisent, qu'il y a certaines personnes que vous subissez, qu'il y a peut-être certaines relations que vous vivez et que voilà, vous vous sentez pas très bien, il y a une chose qui pour moi est vraiment très importante. C'est apprendre à se retrouver seul. Voilà, je voulais un peu parler de la solitude. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, et j'en ai reçu des tas de jeunes femmes qui sont venues, et franchement je les félicite de venir et dire clairement comme ça: je pense que j'ai un problème à me retrouver seule. J'ai toujours ce besoin d'être en couple. Dès que ça s'arrête avec quelqu'un, j'ai ce besoin d'avoir quelqu'un d'autre après. Franchement, c'est super d'être consciente de ça. Il y a aussi des hommes que j'ai reçus qui m'ont avoué ça, qui m'ont dit: moi, soit je suis en couple, ou bien je dois fréquenter plusieurs filles. Je ne peux pas. La solitude me tue, j'ai peur. Je trouve que déjà ça, c'est un très 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 bon point. Si vous vous rendez compte que vous êtes comme ça, si vous vous en rendez compte que vous avez peur de vous-même, que vous fuyez de vous-même, que vous cherchez la compagnie de l'autre. D'ailleurs, j'en ai parlé la dernière fois, quand j'ai dit à ma patiente: fais-en une compagnie et non pas un repère. Quand vous cherchez la compagnie de l'autre, mais que vous avez tout le temps ce besoin d'être entouré, d'avoir quelqu'un avec vous, d'écrire à quelqu'un, d'avoir un plan le week-end, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, on est des êtres sociaux, je le dis, je le répète, on n'est pas censé vivre seul, mais je pense que ça serait très important et enrichissant d'apprendre à se retrouver seul. D'ailleurs, je vous invite à faire une petite réflexion avec moi. J'ai remarqué quelque chose quand j'ai commencé un peu à voyager toute seule à l'étranger. Il y a une chose que j'avais commencé à remarquer, c'était, je voyais je voyais beaucoup de personnes en fait qui sortaient seules, qui se baladaient seules, qui lisaient leurs livres, qui faisaient leur jogging, leur marche seules. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans notre culture au Maroc. C'est ce que j'ai remarqué. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était limite choumant, en fait, que quelqu'un sorte seul et qu'il aille déjeuner seul, ou qu'il aille petit déjeuner seul, ou qu'il ait un moment avec lui tout seul. D'ailleurs, je me rappelle, j'entendais souvent le pauvre, il est fou. Ah, l'autre, il est fou, il est souvent tout seul au café. Il est tout le temps seul.
il prend son café tout seul, il marche tout seul, il part au parc tout seul. Et je pense que c'est vraiment culturel en fait. Ce, comment dire, cette mentalité ou ce mindset qu'on a, qu'une personne quand elle passe du temps toute seule, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle. Non, non. Et je pense que c'est ancré en nous. C'est vraiment ancré. D'ailleurs, comment on nous a éduqués, comment on a grandi, bah, tu fais tes études, ou bien bah, après, quand tu commences à être un peu plus mûr, il faut que tu aies quelqu'un et que tu te maries, et que tu aies des enfants. Et on dirait que même un couple, en fait, s'ils sont que tous les deux, pourquoi vous êtes tous les deux seuls? Pourquoi vous restez seuls? J'ai très, très souvent entendu cette phrase-là. Et avec du recul, je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment on peut dire à un couple, ces deux personnes, ils se sont choisis, ils veulent être ensemble. Comment on peut leur dire, est-ce que vous allez rester seuls? Vous allez rester que tous les deux seuls? Et je me disais, mais pourquoi en fait? C'est quoi le problème? Et après, ce couple-là, j'ai fait un lapsus, quand ce couple-là a son premier enfant, ben, je pense que beaucoup de Marocains et de Marocaines bah, vont connaître la suite, c'est est-ce que vous allez laisser cet enfant seul? Vous n'allez pas lui donner une sœur, un frère? Mais vous allez. Mais pourquoi? Et je pense que je ne sais pas comment l'appeler en fait. Ce concept de solitude, il, il prend une proportion mais énorme dans notre culture, énorme dans notre société. Et ça part de là. Moi, je le vois comme ça. Moi, je vois que c'est une angoisse, ou bien que c'est une idée reçue, ou je ne sais vraiment pas comment on peut l'appeler. Mais et en fait, ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et c'est pour ça que ça a créé, maintenant, dans ces générations actuelles, malgré le fait qu'on soit open mind, qu'on soit beaucoup plus ouvert, que voilà, on soit flexible, qu'on voit de plus en plus de jeunes voyager tout seul, etc., habiter seul et tout. Mais on va pas se mentir. Du moment qu'on a grandi comme ça, du moment que nos parents répétaient ça sans cesse, du moment qu'on a grandi dans des environnements, dans une société où on n'arrêtait pas d'entendre ça, bah c'est encore là en nous. Et je pense que ça a créé une angoisse en nous. Pour nous, le fait d'être seul, ou bien le fait de ne pas être marié, ou bien le fait de ne pas avoir des amis, ou bien le fait de ne pas aller le week-end, aller chez sa famille, ou bien ne pas avoir un plan, c'est qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Si tu passes du temps avec toi-même, c'est qu'il y a un problème chez toi. Il y a un souci. Et vous le savez, culturellement, bien évidemment, vu que la thérapie ou la psychologie n'avait pas sa place, c'était on t'a fait quelque chose, il y a quelque chose qui cloche, pourquoi tu t'isoles? On ne parle pas d'isolement là. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. On ne parle pas de quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui se renferme, quelqu'un qui veut voir personne, quelqu'un qui est malade. Non. On parle de quelqu'un qui a besoin de certains moments de qualité avec lui-même, de certains moments où il se retrouve. Ça peut être un jour, 2 jours, un week-end par mois, un voyage tous les 6 mois, une soirée par semaine, même plus. Et moi, je le vois un peu autour de moi, j'ai de plus en plus d'amis qui ont ce besoin de se retrouver seuls. Et je me dis, bah, c'est une bonne chose. Mais j'ai aussi connu des personnes qui, la solitude, et ça c'est différent, là par contre c'est de la solitude, c'est des personnes qui sont dans l'isolement et de la solitude. Et enfin, ayant en fait bien connu ces personnes, et j'ai compris en fait que c'est des gens qui ont tellement subi de l'intrusion, c'est des personnes qui n'ont pas accepté en fait leurs limites, ou bien ils ne savaient même pas ce que c'était que le concept des limites, que c'est devenu un trauma, qu'ils sont devenus sur la défensive, ils sont devenus agressifs. Pour eux, si l'autre ne respecte pas ses limites, alors qu'ils ne vont même pas t'expliquer qu'ils ont des limites, automatiquement, ils vont se retrouver à s'isoler, à s'éloigner, à carrément disparaître. Donc, je pense que, bon, là, on est en train de se rendre compte que cette question de repère, elle réveille énormément de sujets, mais j'avais vraiment ce besoin de vous faire le lien et de faire tout ce cheminement parce que je pense que ça fera écho en vous et ça réveillera sûrement énormément de souvenirs et énormément de choses que vous avez vécues vous-même. Alors, autre chose que j'ai envie de te dire afin d'apprendre à être ton propre repère, n'aie pas peur. N'aie pas peur.
Je le répéterai très souvent durant mes podcasts parce que ma quête et mon histoire personnelle avec la peur, elle est énorme, mais énorme. J'en ai plein des histoires sur la peur. Et ce que j'ai appris le plus, surtout durant cette année, on va dire, qui est en train de s'écouler, c'est que la plus belle chose, c'est de s'asseoir avec sa peur et de lui dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Je veux t'entendre, je veux te connaître. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Dis-moi de quoi tu penses que je vais devoir me protéger. Qu'est-ce que je ressens réellement? Pourquoi ai-je peur? De qui ai-je peur? Est-ce que j'ai peur de moi-même? Est-ce que j'ai peur de certaines choses qui se sont passées par le passé? Est-ce que j'ai peur de l'avenir? Ou bien j'ai peur de moi-même? Mais pourquoi j'aurais peur de moi-même? C'est, c'est très important pour moi ce sujet de la peur parce que, ayant vécu énormément de choses dans ma vie, où j'ai compris que j'ai fait des choix par peur, ou que j'ai pas tranché par peur, ou que j'ai pas osé par peur, enfin, etc. La liste est longue. Mais j'ai aussi accompagné des personnes qui eux-mêmes, je les ai vus, je voyais ça en fait devant moi durant la séance, où ils me disaient, euh, et c'était voilà, c'était sur des séances et des séances, et des fois des mois et des mois, où ça leur a pris vraiment longtemps afin de réaliser et de se dire, ah, c'est par peur en fait que j'ai réagi comme ça. C'est par peur que j'ai renoncé ou c'est par peur que je n'ai pas renoncé. Et c'est pour ça, je pense que la thérapie reste quand même quelque chose de très important dans notre vie parce que quand tu as un compagnon de route, c'est-à-dire quand tu as cette personne bienveillante et neutre qui est à côté de toi, qui, qui t'accompagne, qui te comprend, qui t'écoute, qui t'entend et qui ne te juge pas, je pense qu'on a un peu moins peur. On arrive à dire les choses. Et par exemple, moi, dans ma façon de travailler, et je l'assume complètement, bah, quand c'est des prises en charge qui durent longtemps, bah, c'est des personnes que je connais depuis un moment, donc forcément, je les connais bien, ils me connaissent bien, je me permets de me positionner et je me permets de leur dire, ok, d'accord, bah écoute, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a cela. Bah, je pense que voilà, que c'est pas la peine de se faire un dessin, c'est assez clair. Et le fait que l'on réfléchisse ensemble à tout ça, bah, quelque part, ça les rassure. Alors, pour revenir à cette peur, après, ça dépend des âges. Donc, il ne faut pas se dire que si, par exemple, je suis en début de vingtaine ou bien que j'ai moins de 20 ans, je suis censée être courageux, je suis censée comprendre, je suis censée savoir. Non. Dites-vous que chaque chose se fait en 100 ans. Je vais vous parler de quelque chose qui, pour moi, m'a éclairci énormément de points, qui étaient, on va dire, un peu, pas obscurs, mais qui n'étaient pas très clairs. Je me rappelle quand j'étais en première année psychologie, et dans l'école, enfin, là où je faisais mes études, on était très centré psychanalyse, énormément. Donc, première chose que j'ai faite, je suis partie acheter tous les bouquins de Freud. Je n'y comprenais rien du tout. Ça me paraissait comme si c'était du charabia. Et, euh, et bon, je lisais beaucoup, je faisais beaucoup de recherches. Et mon rêve, en fait, voilà, on va dire que c'était à l'époque un peu plus... voilà, c'était le truc à faire, c'était commencer une analyse. À l'époque, j'étais super jeune, je me rappelle. Et je me disais, mais comment je vais choisir ce psychanalyste? Comment je vais trouver ce psychanalyste? Est-ce que ça sera quelqu'un avec qui je vais m'entendre? Est-ce qu'il va... Comment ça va se passer en fait? Je n'y comprenais rien du tout. J'étais en première année de psychologie et j'entendais plein de choses, du coup j'idéalisais aussi énormément mes études. Et je me rappelle, ça m'avait pris voilà, longtemps à chercher et j'arrivais pas à trouver. Et un jour, on avait un séminaire, je me rappelle bien, c'était sur Rabat. Moi, je faisais mes études sur Casablanca. Et il y avait plein de psychanalystes qui étaient là, plein de psychologues, plein de profs universitaires. Et, euh, et j'avais vu quelqu'un et je me suis dit, c'est qui cette personne? J'étais très curieuse. Et
Et c'est par la suite que j'ai compris, parce qu'on dit que on ne choisit pas son psy au hasard. Et je posais pas mal de questions. On m'a dit, bah tiens, c'est un psychologue, psychanalyste aussi. J'ai dit, ah tiens, voilà, j'aimerais bien faire en fait mon analyse avec cette personne-là. C'était pas si évident que ça, croyez-moi. Ça m'a pris 6 mois avant d'oser prendre le téléphone et de l'appeler et de prendre le rendez-vous. Qu'est-ce que j'ai hésité? Qu'est-ce que j'ai eu peur? Bon, après j'étais super jeune et à l'époque, voilà, on va pas dire que j'avais pas forcément quelque chose qui me poussait à aller consulter, mais c'était pas consulter, c'était vraiment juste faire mon analyse, être accompagnée. Je me dis, tu sais quoi, tu es en première année de psychologie, bah fais les choses correctement, commence dès le début, ne perds pas de temps. Donc, quand j'ai enfin pris mon courage à deux mains et j'ai appelé, j'ai pris le rendez-vous, j'étais tellement stressée, mais tellement stressée. Je suis partie à ce premier rendez-vous et je me rappelle, il m'a dit, tu as quel âge? Je dis, voilà, j'ai 18 ans. Il me dit, d'accord. Il me dit, tu es intéressée par une thérapie? Je lui dis, non, je vais faire une analyse. Il me dit, d'accord, ok. Il m'a dit, c'est bien grand, une analyse. Je me suis sentie toute petite quand il m'a dit ça. Euh, il m'a dit, c'est pas rien, une analyse, voilà, généralement, c'est plus des personnes qui ont plus d'expérience, qui sont beaucoup plus âgées que toi, qui commencent une analyse. Et je dis non, j'ai bien cherché, ça fait des mois, je vous ai vu il y a 6 mois, ça m'a pris du temps avant de vous appeler, etc., etc. Il m'a dit, écoute, c'est pas rien, c'est un risque. Il y a énormément de choses que tu ne pourras pas traiter maintenant, que tu ne pourras pas traiter dans un an et que tu ne pourras pas traiter dans 5 ans. Et je me disais, mais pourquoi en fait il dit tout ça? Pourquoi? Et 6 mois, et 6 mois, je suis différente. Et 6 mois, j'étais différente. Et 6 mois, je pouvais tout régler en fait en un an. Et, je lui ai dit, d'accord, alors qu'est-ce que je dois faire pour que vous m'acceptiez en analyse? Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, bah écoutez, bah, prenez le temps, je dois juste être sûre que vous êtes engagé, vous êtes sûr de cet engagement. Et dites-vous que l'analyse n'a rien à voir avec une psychothérapie normale. C'est vraiment, en tout cas moi, comment j'ai vécu les choses, c'était vraiment très sérieux. Dans le sens où j'avais ma séance par semaine que je n'avais pas le droit de rater. Si je la ratais, je devais absolument la payer. Et croyez-moi, en étant étudiante, bah, c'était vraiment très 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 compliqué à gérer. Je devais faire énormément de sacrifices à côté pour pouvoir gérer ces séances-là. Mais c'était un choix. C'était un choix que je devais assumer. Bah, si voilà, il y a d'autres personnes qui préféraient sortir, voyager, s'acheter des choses, bah, moi j'ai fait des sacrifices. J'ai priorisé mon analyse pendant des années et des années. Et donc, après, il a clairement compris que j'étais engagée. Il a clairement compris que j'étais sérieuse et il a clairement vu que voilà, j'étais vraiment prête à commencer ce travail. Et j'ai commencé ce travail. J'ai commencé ce travail qui a duré 6 ans. Je me rappelle, les 4 premières années, je partais une fois par semaine et les 2 dernières années, je partais 2 fois par semaine. Et je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas du tout parce que oui, c'était long, mais, mais j'ai tellement appris, j'ai tellement grandi durant ce process. Et je pense que je n'aurais jamais été la psy que je suis maintenant. Pourquoi je vous parle de cette expérience personnelle que j'ai vécue? Parce que durant ce processus, j'ai énormément travaillé sur mes repères. Bien sûr, j'ai commencé par parler de mes parents, j'ai commencé par parler de mon frère, j'ai commencé par parler de toutes ces personnes qui étaient importantes dans ma vie, surtout à l'époque. Et, euh, et ça tournait toujours autour de... Quand lui, il me disait, bah, c'est des repères pour toi, je disais non, 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 pas du tout. Mais il me disait, d'accord, et est-ce que tu es ton repère? Et je savais jamais quoi dire en fait, je savais pas répondre. Parce que je savais que je ne l'étais pas. Je ne l'étais clairement pas. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que en étant à un âge où on est encore immature, parce qu'on l'est. Ce n'est pas une insulte quand quelqu'un nous dit qu'on est immature. Je sais que même à cet âge-là, où je suis maintenant, je suis immature par rapport à certaines choses parce que je ne les ai pas encore vécues. Comme il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas vécu d'autres expériences, ils sont immatures. Quand on dit qu'on est immature, ce n'est pas quelque chose qui fait que on soit
moins que rien ou qu'on soit faible. Non, c'est parce qu'on manque d'expérience en quelque chose. Et forcément, quand je manque d'expérience en quelque chose, je suis immature en certaines choses. La maturité, ça veut dire que j'ai vécu, que j'ai traversé certaines choses, que j'ai vécu certaines émotions, que je sais exactement quelle trace et quel impact ça a eu sur moi. Et c'est comme ça que j'ai développé cette maturité. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il est immature. On peut en vouloir à quelqu'un parce qu'il pourrait faire un travail sur lui et qu'il ne veut pas le faire et qu'il continue à insister à ce qu'on l'accepte et à ce qu'on lui donne et à ce qu'on lui redonne une chance alors qu'on est en train, enfin, on va dire que plutôt que cette personne est en train de nous faire du mal. Alors, pour pas trop sortir du sujet, j'y reviens. Donc, j'ai partagé avec vous cette expérience parce que c'est très important. C'est quelque chose que j'essaierai vraiment de mettre en avant le plus souvent. Ne soyez pas dur envers vous-même. Ne vous dites pas, mais pourquoi j'arrive pas à comprendre ça? Pourquoi j'arrive pas à vivre ça? Et je le dis très souvent à mes patients qui sont en début de vingtaine, qui sont surtout en milieu de vingtaine, on va dire 24, 25, 26 ans, je leur dis, donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps. Vous ne pouvez pas en fait être aussi exigeant avec vous-même. Ne vous dites pas, mais pourquoi je ne suis pas comme ça? Et pourquoi j'ai pas pu faire ça? D'accord, c'est bien, c'est super, ça veut dire que vous avez des objectifs. Vous avez la niaque, vous avez l'ambition, vous voulez y arriver. Et c'est excellent. Mais ne soyez pas dans le rush. Quand on est dans le rush, ben, en fait, on saute trop d'étapes ou bien on, on passe à côté de certaines choses qui sont très importantes à intégrer. Vous allez plus être dans la forme que dans le fond. Et ça peut être très dangereux pour vous. Et pour revenir en fait à mon expérience, durant cette analyse, ce que j'ai compris et ce que j'ai appris, c'était qu'il y avait énormément de choses que je devais absolument vivre. Je devais les vivre, je devais les sentir, je devais en souffrir, je devais les célébrer, je devais en pleurer pour pouvoir grandir. Et je ne vais pas vous mentir, j'en ai voulu à mon psy durant longtemps, me dire mais pourquoi il ne m'a pas protégée de ça? Mais pourquoi il ne m'a pas dit qu'il fallait faire ça? Mais pourquoi? Mais avec du recul, je me suis dit, bah, en fait, il n'a pas le droit de me dire, fais attention de ça. Il n'a pas la légitimité de me dire, ah, tu sais quoi, j'ai plus d'expérience que toi, je pense que là, ça, tu devrais l'éviter. Non. Il est là pour me guider, m'accompagner et me montrer ma vérité quand moi, j'en ai besoin. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas besoin, en fait. On n'a pas envie qu'on nous montre notre vérité. Et votre psy, s'il vous connaît bien, il va le sentir. Il va sentir que si là, maintenant, tout de suite, il te dit, tu sais quoi, bah tiens le miroir, regarde ce que tu es en train de faire, il sait que tu vas fuir. Alors, on va essayer de conclure en douceur, parce que ce podcast, il est un peu plus lent que le précédent, mais c'est parce que j'avais vraiment énormément à dire par rapport à ce sujet-là. En fait, ce que je veux que vous reteniez de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui dans ce podcast, c'est que pour que tu sois ton repère, essaie de trouver l'équilibre entre les gens que tu aimes, entre les choses que tu aimes, entre les choses que tu subis et que tu fais peut-être que pour la forme et pour les apparences. Et encore une fois, ce n'est pas méchant si je vous le dis. On est tous passés et ça nous arrive à tous de faire les choses que pour les apparences. Il faut accepter ces côtés en nous. Et aussi, il faut trouver en fait un équilibre, même avec vous-même. Dans le sens où je vais vous reparler encore une fois, d'apprendre à être seul, de passer certains moments avec vous-même, d'apprendre à être indépendant, de ne pas se dire non, c'est chouma si je pars prendre un café tout seul, non, si je pars faire une marche tout seul, non, si je sais pas le matin j'ai envie d'aller, je sais pas, aller face à la mer ou peu importe. Apprenez à faire des choses avec vous-même. Apprenez à vous connaître. Apprenez à savourer votre propre compagnie. Dites-vous que on est beaucoup plus là en train de vouloir passer du temps avec les autres et que des fois on se connaît pas. Et croyez-moi, j'étais la première en fait à me dire non, pourquoi en fait je vais rester seule? Et ça c'est culturel comme je vous l'ai dit au tout début. Moi je crois vraiment que c'est culturel. C'est toutes ces choses que l'on entendait tout le temps en fait. Et à un moment, c'est vraiment devenu pour nous limite pathologique de passer du temps seul. Pas du tout.
Mais s'il vous plaît, je refais encore, vraiment, genre, c'est très important pour moi à ce que ça ne soit pas, qu'il n'y ait pas de confusion entre le fait d'avoir des moments seuls et d'être quelqu'un d'isolé, de ne pas vouloir sortir, de ne pas vouloir voyager, de ne pas vouloir être entouré. Ça, c'est quelque chose dont je parlerai dans d'autres épisodes. Mais je parle du fait juste de savourer sa propre compagnie, de ne pas avoir honte en fait, d'être quelque part seul, de ne pas aller quelque part et attendre tes amis même s'ils sont en retard. Ça aussi, je l'ai remarqué chez pas mal de personnes. J'ai remarqué que, et ça n'a rien à voir avec la ponctualité, j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui, si vous leur dites j'ai quelques minutes de retard, ben en fait, ils ont du mal à rester seuls parce que c'est choumant pour eux à ce que les autres personnes les voient seuls. Et je comprends parfaitement. Je suis passée par cette case-là et je comprends parfaitement. J'ai même des proches à moi en fait qui ont ce problème-là et j'ai essayé de leur en parler. Il n'y a rien de méchant à ce que j'arrive quelque part, à ce que je me mette dans une grande table et que j'attende pendant 5-10 minutes. Ou bien que je sois peut-être arrivée un peu plus tôt que les autres. Je ne parle pas du fait que les autres personnes sont en retard et qu'on vous manque de respect. Non, pas du tout. Hein. Je vais essayer de contextualiser à chaque fois. Mais je parle du fait que non, bah, je préfère rester dans ma voiture le temps que tout le monde arrive et je rentre avec tout le monde. Non, non. Essayez de faire ces petits challenges avec vous-même. Essayez. Je vous promets que ça vous fera beaucoup de bien. Essayez de vous dire non, je n'ai pas à me cacher dans ma voiture parce que oui, c'est se cacher. Si on veut vraiment parler de vérité, c'est se cacher. Je vais franchir le pas et je vais aller m'asseoir dans cette grande table et je vais attendre que les autres viennent. Parce que il n'y a rien de honteux à se montrer seul. Il n'y a rien de honteux à être seul. Ou bien, je ne sais pas, être invité quelque part et me dire ah bah il n'y a personne qui va m'accompagner donc je ne vais pas y aller. Bah je peux y aller, rencontrer du monde, apprendre à, je sais pas, à apprendre d'autres cultures ou bien plein d'autres choses. Bon, voyager seul, on va y aller mollo, d'accord? Mais juste essayer petit à petit, à faire des petites expériences. J'ai même reçu pas mal de personnes qui, ils avaient des voyages d'affaires, bien ils avaient des missions, ils ont commencé à ressentir une grande anxiété parce qu'ils allaient se retrouver en fait. Par exemple, ils avaient, je sais pas, 4 jours dans un certain pays et sur les 4 jours, ils avaient que 2 jours où ils allaient travailler. Je leur ai dit, bah, sortez, faites des activités. Et ils me disaient, mais j'ai peur. C'est pour ça que je vous ai parlé de peur tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment culturel chez nous. Et on gagnerait à juste se rendre compte de ça. Là, je ne vous mets pas dans le challenge. Je ne vous dis pas d'aller foncer, faire de grandes choses. Essayez d'écouter ce podcast 1, 2, 3 fois. Bon, moi, ça m'arrange. Mais essayez d'écouter ce podcast plusieurs fois. Essayez de voir en quoi ça fait écho en vous. Est-ce que effectivement vous vous reconnaissez dans énormément de choses? J'ai vraiment essayé de vous parler de plusieurs choses. J'ai essayé de parler, en fait, j'ai parlé en tout cas du gros côté culturel dont nous avons tous souffert en tant que Marocains, de la société, du poids de la société, de comment on a grandi dans des environnements et dans des mentalités, dans vraiment le fait que d'être seul, c'est chouement et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à être notre propre repère. Donc voilà, c'est un peu, on va dire, pathologique, entre guillemets. Je vous ai aussi dit apprendre un peu à voir toutes les choses qui sont autour de vous que vous subissez et quelques pistes afin que vous commenciez petit à petit à être un peu votre propre repère. Vous allez toujours avoir ces gens qui vous entourent, que vous aimez, qui vont continuer à être votre repère. En douceur, mais sans qu'il y ait une dépendance, sans que vous ressentiez cette boule au ventre, sans que vous ayez cette angoisse et que vous vous disiez mais qu'est-ce que je serais et qu'est-ce que je ferais sans l'autre. Bon, il y a vraiment plein de choses à dire par rapport concernant ce sujet, mais je pense que le message est passé. J'espère vraiment que ça fera écho en vous. En tout cas, moi encore une fois, c'était super thérapeutique de vous parler. J'ai hâte aux prochains épisodes. Mais je pense que là, bon, le podcast il est un peu plus long, mais j'espère que ça vous aidera vraiment, ne serait-ce juste à ce que ça soit une introduction en fait, afin que vous commenciez ce parcours ou bien cette aventure et ce travail avec vous-même. J'ai été dans le partage un peu plus que je le pensais,
Mais franchement, ça m'a fait du bien. Et en tout cas, je vous le souhaite à tous. Je vous souhaite vraiment d'être le repère de vous-même. Pas dans le sens où vous allez être égoïste, où vous allez être complètement indépendant, vous aurez besoin de personne. On aura toujours besoin des autres. On aura toujours besoin d'être aimé, on aura toujours besoin d'être entouré. Ça fait toujours du bien. Qui ne veut pas de la douceur? Qui ne veut pas être aimé? Qui ne veut pas être voilà, chéri et se sentir entouré? Mais on a aussi ce besoin de se dire que l'on peut compter sur nous-mêmes. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui et à la prochaine fois et prenez bien soin de vous.